Je n'avais pas envie de témoigner, je voulais être en mesure d'attester que les choses... Elle s'est éteinte le 31 décembre 2025, sans bruit, sans caméra, sans breaking news. Et pourtant, cette disparition a bouleversé toute une époque. À 91 ans, Marie-Joseph Balladur, épouse de l'ancien Premier ministre Édouard Balladur, a quitté ce monde comme elle y avait toujours vécu, dans la discrétion, la tendresse et la fidélité absolue. Mais qui était vraiment cette femme restée près de 7 décennies dans l'ombre du pouvoir, sans jamais chercher à en capter la lumière ? Pourquoi son décès, si paisible en apparence, soulève-t-il aujourd'hui une vague d'émotions inattendues dans les médias et les réseaux sociaux ? Était-elle simplement la femme de, ou bien l'un des derniers piliers d'une époque révolue, celle où l'élégance et la réserve valaient plus que les likes et les micros tendus ? Le silence qu'elle laisse derrière elle est-il plus fort que 1000 discours ? Marie-Joseph Delacour voit le jour au cœur des années 1930, dans une famille bourgeoise installée dans le département du Jura. Élevée dans un climat de rigueur, d'élégance et de culture classique, elle grandit à l'abri des regards, loin du tumulte des grandes villes. Son éducation, marquée par une grande exigence morale et intellectuelle, l'amène très tôt à développer un sens aigu du devoir et de la discrétion. C'est probablement cette réserve naturelle, doublée d'un charme discret, qui attire l'attention d'un jeune homme brillant, alors promis à un avenir politique d'envergure, Édouard Balladur. Ils se rencontrent à la fin des années 1950, et très vite, leur relation prend une tournure sérieuse. Ils se marient en 1957 ou 1958, les sources divergent sur la date exacte, et entament ensemble une vie commune qui durera près de 69 ans. Une longévité rare, presque irréelle dans les hautes sphères politiques. Marie-Joseph devient dès lors l'allié indéfectible d'un homme qui gravit tous les échelons de l'État, jusqu'à devenir Premier ministre de la République française entre 1993 et 1995. Mais contrairement aux conjoints d'hommes politiques qui cherchent à jouer un rôle public, Marie-Joseph choisit une posture de retrait assumée. Elle refuse les interviews, fuit les caméras et se contente d'accompagner son mari lors des événements officiels, toujours élégante, toujours à sa place. Que ce soit pendant les campagnes présidentielles, les dîners d'État ou les visites à l'étranger, elle incarne la figure de la compagne silencieuse mais essentielle. Cette attitude n'est pas le fruit du hasard, elle repose sur une conviction intime. Le rôle de l'épouse d'un homme d'État n'est pas de partager la lumière, mais d'en amortir l'éclat. Dans l'intimité, elle soutient, conseille, écoute. En public, elle représente la stabilité et la retenue. Ses apparitions, rares mais remarquées, alimentent chez les journalistes une forme de fascination tranquille. Dans l'entourage d'Édouard Balladur, elle est surnommée « la force tranquille », un surnom emprunté à la fameuse devise de François Mitterrand, mais qui lui sied à merveille. Car sous ses allures effacées, Marie-Joseph exerce une influence douce mais constante. Mère de 4 fils, Pierre, Jérôme, Henri et Romain, elle veille à ce que la cellule familiale reste soudée malgré la pression médiatique et les impératifs d'un mari au sommet de l'État. Elle incarne à sa manière une autre forme de pouvoir, celle qui ne parle pas mais agit, celle qui ne revendique rien mais façonne tout. Lorsque la carrière politique d'Édouard Balladur s'accélère dans les années 1980, Marie-Joseph entre, sans jamais l'avoir choisi, dans les coulisses de la Ve République. Ministre d'État, ministre de l'économie, puis Premier ministre sous la présidence de François Mitterrand, Balladur devient une figure incontournable du paysage politique français. Et à chaque étape, dans chaque séquence publique ou diplomatique, Marie-Joseph est là, à la fois présente et invisible. En 1993, lorsque son mari est nommé Premier ministre, l'attention médiatique redouble. Pourtant, aucune interview, aucune déclaration, aucun faux pas ne viendront jamais troubler la ligne de conduite qu'elle s'est imposée depuis le début, celle du silence. On la voit aux côtés de son époux lors de grands dîners républicains, dans des cérémonies officielles à l'étranger, à la messe de Noël à Matignon ou encore lors de visites à des chefs d'État étrangers, mais toujours en retrait. Elle se contente d'un sourire, d'un hochement de tête, d'un regard complice vers celui qu'elle appelle tendrement Édouard. Une photo, capturée en 1994 lors d'un déplacement officiel au Vatican, est restée gravée dans les archives. Elle y apparaît vêtue d'un tailleur crème, les mains croisées sur les genoux, écoutant le pape Jean-Paul II avec une attention muette. Cette image symbolise toute son attitude, dignité, retenue, élégance.
Certains journalistes politiques de l'époque disent qu'elle avait l'allure d'une reine sans couronne. Mais ce rôle effacé n'est pas sans sacrifice. Dans les années Balladur, l'agenda est surchargé, les tensions politiques omniprésentes, les trahisons internes nombreuses, notamment autour de la fameuse présidentielle de 1995, où Édouard Balladur, pourtant favori, échoue face à Jacques Chirac. Cette période marque un tournant. Dans les coulisses, Marie-Joseph vit les trahisons et les renoncements, voit les amitiés s'effondrer, sent le vent du pouvoir changer de direction. Elle ne dit rien, mais ses proches la décrivent meurtrie, inquiète pour son mari, surtout lorsqu'il se replie sur lui-même après la défaite. Un ancien conseiller de Matignon se souvient, c'est elle qui a tenu la maison quand tout s'effondrait. Quand Balladur a compris qu'il avait perdu, c'est Marie-Joseph qui l'a poussé à garder la tête haute. Elle lui disait « On n'a rien perdu, on s'est juste rendu service ». Dans les années suivantes, elle s'éloigne encore plus des projecteurs. Les enfants sont grands, installés, elle consacre son énergie à la maison familiale, aux petits-enfants, à la lecture, à la foi. Sa présence à la messe dominicale, toujours discrète mais constante, est remarquée dans le quartier. Elle s'implique dans quelques œuvres caritatives locales, loin des grandes fondations parisiennes. À aucun moment, elle ne cherche à capitaliser sur la notoriété de son époux. Pas de mémoire, pas de confidence à la presse. Lorsqu'un grand quotidien propose en 2010 un portrait croisé des anciennes épouses de Premier ministre, elle décline poliment. Elle n'avait pas besoin qu'on parle d'elle, elle n'en voyait pas l'utilité, témoigne une voisine de longue date. Mais derrière cette retenue, ceux qui l'ont approchée évoquent une femme vive, cultivée, dotée d'un humour délicat. Une femme qui savait lire entre les lignes du pouvoir, qui connaissait les noms, les clans, les alliances et les trahisons, mais qui avait choisi le silence comme langage. En privé, elle continue de conseiller son mari avec un regard toujours lucide. On dit qu'elle fut l'une des premières à lui déconseiller une seconde candidature à la présidentielle en 2002. Il était usé et elle le savait, confiera plus tard un proche. Marie-Joseph Balladur a traversé l'histoire politique de France comme une ombre rassurante. Sa présence constante, sa fidélité sans faille et sa force tranquille ont accompagné une vie de pouvoir sans jamais chercher à s'en emparer. Après le retrait définitif d'Édouard Balladur de la vie politique au début des années 2000, Marie-Joseph retrouve un rythme plus intime, à l'abri du tumulte. Leur vie devient plus lente, rythmée par les promenades, les lectures partagées, les repas en famille et la correspondance privée. Ils habitent dans un appartement parisien discret du 16e arrondissement, entouré de souvenirs d'une vie publique intense mais révolue. C'est dans cette phase de l'existence que Marie-Joseph révèle une autre facette d'elle-même, celle de la gardienne des valeurs familiales, de la mémoire et de l'équilibre du foyer. Le couple Balladur reçoit peu, mais toujours avec soin. Les amis proches sont accueillis dans un salon orné de portraits en noir et blanc, de livres anciens, de bibelots rapportés de voyages diplomatiques et de silences feutrés. Marie-Joseph y tient son rôle avec élégance. Elle offre le thé, se renseigne sur la santé de chacun, mais ne s'épanche jamais sur le passé politique. Avec ses 4 fils, Pierre, Jérôme, Henri et Romain, elle entretient des liens affectueux, bien que marqués par la même discrétion. Tous ont choisi des voies professionnelles éloignées de la politique, ce que certains interprètent comme un choix de distance face à une vie publique qui a absorbé leur père. Médecine, finance, stratégie, leurs parcours sont solides, sans scandale ni éclat. Et dans chaque décision, dans chaque orientation, l'ombre bienveillante de Marie-Joseph n'est jamais loin. À partir de 2015, son état de santé commence à décliner lentement. Quelques chutes, une fatigue persistante, puis des diagnostics de pathologies liées à l'âge. Mais elle refuse l'apitoiement. Son entourage rapporte qu'elle ne voulait pas qu'on s'inquiète, qu'elle détournait les questions et qu'elle souriait quand on l'interrogeait sur sa fatigue. Même affaiblie, elle s'efforce de rester digne, élégante, attentive aux autres. Une citation souvent répétée par ses proches résume sa philosophie. Le silence est aussi un langage. Au fil des ans, elle se rend de moins en moins à l'extérieur. Les messes sont suivies depuis le salon, les nouvelles du monde par la radio. Elle continue à lire, à écrire parfois. Son mari lui lit des poèmes. Elle lui répond avec des sourires complices. Le couple vit une dernière décennie dans une bulle douce, empreinte de tendresse, de mémoire et de silence partagé. Les aides-soignants qui interviennent à domicile évoquent une dame d'une grande douceur, toujours polie, jamais une plainte.
Lorsque son état s'aggrave au cours de l'automne 2025, la famille se réunit, discrètement. Les visites s'intensifient, les petits-enfants viennent dire des mots simples, poser leurs mains sur la sienne. L'atmosphère devient plus spirituelle, presque sacrée. Une veilleuse est allumée en permanence, une croix posée sur la table de nuit, un prêtre passe lui administrer l'onction des malades. Dans les derniers jours, elle ne parle presque plus, mais son regard dit encore tout. Une infirmière témoigne, elle fixait son mari avec un mélange d'amour, de paix et de remerciement, comme si elle lui disait merci pour toute une vie. La nouvelle de sa disparition est annoncée le 1er janvier 2026 par un communiqué sobre d'Édouard Balladur lui-même. À 94 ans, sa voix est émue, mais posée. Il écrit que son épouse s'est éteinte paisiblement, entourée des siens, après une longue maladie qu'elle a affrontée avec courage et grâce. Les mots sont simples, mais ils portent la marque d'un amour long, solide, indéfectible. Ce n'est pas un message politique, c'est une déclaration d'amour public, ultime, pudique. Rapidement, les hommages affluent, non pas en une de tous les journaux, mais dans des tribunes choisies, des émissions du matin, des éditos discrets. Le ton est toujours le même, respect, admiration, reconnaissance. On ne parle pas d'une femme de pouvoir, mais d'un pilier invisible. Un chroniqueur de France Inter résume « Elle n'était pas célèbre, mais elle appartenait à la mémoire collective de la République ». Des anciens collaborateurs d'Édouard Balladur se manifestent. Plusieurs évoquent le rôle stabilisateur qu'elle a joué pendant les périodes de tension. Un conseiller de l'époque, Matignon, confie à RTL « Il suffisait qu'elle entre dans une pièce pour que le calme revienne. Elle n'avait pas besoin de parler. Sa présence suffisait. » Une autre, ancienne secrétaire particulière, se souvient de sa voix douce, de son regard bleu qui rassurait quand tout semblait se dérober. Mais ce sont surtout ses proches, ses enfants, ses petits-enfants, qui expriment la profondeur de leur chagrin. Ils ne parlent pas de la femme d'un ancien Premier ministre, mais de maman, de Mamie Jo, de celle qui préparait les plats préférés, envoyait des lettres manuscrites, racontait les histoires de famille avec délicatesse et humour. Les petits-enfants postent quelques photos privées, en noir et blanc, sur les réseaux sociaux. On la voit dans un jardin, un chat sur les genoux, ou riant doucement à la table du salon. Des images qui disent tout sans un mot. Et dans l'église où les obsèques ont lieu, dans le quartier qu'elle n'a jamais quitté, les bancs sont remplis. Pas de foule ni de journalistes, mais des visages connus, des voisins, des médecins, des amis de toujours. Et une atmosphère étrange, pas de tristesse bruyante, mais d'un silence recueilli, comme si chacun avait compris que cette femme avait dit l'essentiel, sans jamais élever la voix. La mort de Marie-Joseph Balladur, si paisible en apparence, soulève pourtant une multitude de réflexions. Pourquoi cette femme, qui n'a jamais exercé de fonction publique ni signé de tribune, touche-t-elle autant de Français dans sa disparition ? Est-ce le souvenir d'une époque plus réservée, plus digne, ou bien l'écho d'un vide grandissant dans notre société, où les figures de l'ombre ne trouvent plus leur place ? Certains éditorialistes s'interrogent. Le journal Le Figaro parle d'une reine sans couronne, dernier vestige d'une élégance républicaine disparue. D'autres, plus critiques, dénoncent un romantisme politique excessif autour d'un personnage dont on sait finalement peu de choses. Mais c'est précisément ce mystère qui fascine. Comment une femme a-t-elle pu traverser 7 décennies de vie politique sans jamais trahir un mot, une faiblesse, un besoin de reconnaissance ? Des voix s'élèvent pour rappeler qu'elle fut bien plus qu'une épouse silencieuse. Selon certains membres du cabinet Balladur, elle aurait joué un rôle décisif dans plusieurs choix majeurs, en particulier après la défaite présidentielle de 1995. On dit qu'elle a encouragé son mari à ne pas revenir en politique, qu'elle a favorisé les liens familiaux alors que lui-même était en proie au doute. Une collaboratrice de l'époque affirme même « c'est elle qui l'a empêché de sombrer dans l'amertume. Elle l'a sauvé, tout simplement ». Mais ce soutien constant, invisible, interroge aussi. N'est-ce pas là un renoncement personnel ? N'a-t-elle pas étouffé ses propres désirs, ses ambitions, au nom d'un rôle sacrificiel ? Des militantes féministes s'en emparent, avec bienveillance mais fermeté. Elles rappellent que l'histoire est pleine de femmes reléguées derrière des hommes célèbres, et que le silence peut aussi être une forme de soumission.
L'hommage à Marie-Joseph Balladur ne devrait pas, selon elle, occulter la question de la place réelle accordée aux femmes dans les sphères de pouvoir. Et puis, il y a les symboles. Sa mort, survenue le 31 décembre, sonne comme une fin d'époque, le dernier soupir d'une certaine France, catholique, discrète, attachée aux rituels familiaux et à la loyauté conjugale. Le contraste est frappant avec l'hypermédiatisation actuelle, où les vies privées sont étalées, vendues, exposées. À l'heure des influenceuses et des couples politiques sous les projecteurs, Marie-Joseph Balladur semble provenir d'un autre monde. Ce qui fascine enfin, c'est l'absence totale de scandale. Aucun dérapage, aucune rumeur, aucun affrontement public. Sa vie, pourtant plongée au cœur du pouvoir, est restée d'une pureté désarmante. Cela en fait presque une énigme. Comment a-t-elle pu traverser tant de tempêtes sans jamais chanceler? Était-ce une force intérieure hors du commun ou un mode de protection suprême? Un philosophe invité sur France Culture résume « Le silence de cette femme en disait plus que les discours de 100 orateurs ». Une phrase qui, en quelques mots, saisit la complexité d'un personnage qui, sans bruit, a marqué bien plus qu'on ne le croit. Elle n'avait ni slogan, ni tribune, ni fanfare. Pourtant, Marie-Joseph Balladur aura été, toute sa vie, le fil invisible d'une trame puissante, celle d'un amour inconditionnel, d'une fidélité sans faille et d'une dignité rare. En restant dans l'ombre, elle a éclairé ceux qui l'entouraient. En se taisant, elle a rendu ses actes plus éloquents que 1000 discours. Sa vie fut un long chemin aux côtés d'un homme d'État, mais aussi une œuvre personnelle, tissée la patience, de valeurs familiales, de foi et d'engagement discret. Elle a élevé 4 fils, soutenu un mari sous tension permanente, résisté aux tempêtes médiatiques et accompagné sans relâche ceux qu'elle aimait. Tout cela sans jamais réclamer la moindre reconnaissance. En quittant ce monde un 31 décembre, elle semble avoir tiré sa révérence avec une précision symbolique, comme pour refermer une époque. La France qu'elle incarnait, pudique, élégante, silencieuse, appartient désormais à la mémoire. Mais elle laisse derrière elle bien plus qu'un souvenir. Elle offre un contre-modèle précieux dans une ère de vacarme. Elle nous invite à repenser la grandeur. Est-elle toujours synonyme de visibilité, d'ambition, de conquête ? Ou peut-elle aussi résider dans l'humilité, la constance, le soin donné aux autres? En ce sens, Marie-Joseph Balladur n'était pas absente du monde. Elle en était la part la plus discrète, mais peut-être la plus essentielle. Dans les jours qui suivent ses obsèques, aucun monument n'est renommé, aucun hommage national n'est prévu. Mais chez ceux qui l'ont connue, de près ou de loin, une émotion particulière demeure, celle d'avoir croisé une femme juste, droite, entière, une femme qui a tout donné sans jamais se mettre en avant. Et peut-être est-ce là justement le vrai mystère. Comment une vie aussi silencieuse peut-elle laisser un vide aussi profond? À chacun d'y répondre, mais une chose est sûre, dans un monde saturé de bruit, le murmure de Marie-Joseph Balladur continuera longtemps de résonner.